Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Pierrick et sa femme Magali comme nos autres invités. Pierrick exerce un métier d'écrier, un métier qu'il aime pourtant mais qu'il a du mal à assumer au grand jour car c'est une profession qui souffre d'une très mauvaise réputation. Pierrick, bonjour. Vous êtes dans les coulisses, on ne voit pas votre visage car vous n'assumez pas vraiment les critiques sur votre profession. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis agent du stationnement. C'est-à-dire contractuel? Est-ce que ça se dit pour un homme? Je sais pas, mais j'ai horreur de ce mot, on va dire. Contractuel? Oui, j'aime pas. Qu'est-ce que ça évoque? Déjà, la série télévisée Mal aimé des années 80. De Daniel Evenou? Oui, Daniel Evenou, oui. Qui revient souvent dans les critiques. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Votre métier ou les critiques qui vont avec? Mon métier, je l'aime. Vous l'assumez au quotidien, mais vous n'assumez pas quand vous rentrez chez vous, que vous voyez des gens, c'est ça, et que vous dites ce que vous faites? Eh bien, en fait, sur la voie publique, ça se passe bien. J'assume très bien ce métier. Oui. Mais en dehors, je ne peux pas sortir sans prendre une réflexion. Les gens me reconnaissent en dehors de mon travail. Et en fait, il y a beaucoup de réflexions en dehors du travail. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si je peux me permettre une expression, c'est l'autre con qui met les PV. Et c'est en permanence. Mais c'est un sacré pouvoir aussi de mettre des PV. Ça pourrait vous faire rire, non? Au début, on en rigole. Mais ensuite, il y en a trop, quoi. C'est le trop plein et ensuite, on a du mal à assumer. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Ça fait 9 ans actuellement que je fais ce métier. Et vous, depuis 9 ans, vous n'assumez pas? Si, j'ai assumé les premières années. Oui. Et là, il y a environ 2 ans, là, j'en ai ras-le-bol, quoi. Vous faites un blocage? Oui, tout à fait, ouais. Quelles conséquences ça a? Quand on vous demande quelle est votre profession, vous dites quoi? Eh bien, je ne dis pas du tout aux gens du stationnement. Je vais directement, je suis employé municipal. Oui. Ouais, ouais. Mais pas celui qui met les PV? Non, du tout. Vous êtes aujourd'hui dans les coulisses de C'est mon choix, Oui. donc masqué, parce que vous ne voulez pas être reconnu. Votre femme Magali est, elle, venue aujourd'hui sur notre plateau, à visage elle découvert, pour vous demander quelque chose de très précis et de très très important pour elle. Magali, bonjour. Bonjour. Magali, vous avez 29 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que vous êtes venue demander de très précis à votre mari? Qu'il assume complètement. Je veux dire, il n'y a pas de honte à faire ce qu'il fait. Il en faut justement, parce que sinon ça serait l'anarchie. Vous n'avez pas honte? Absolument pas. Quand on vous demande quelle est la profession de votre mari, vous y allez franco? Ah oui. Vous dites contractuel? J'ai aucune raison de le cacher. Vous êtes fier, lui? Bien sûr. Vous, de lui? Oui, bien sûr. Oui. Et de son métier aussi? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse aujourd'hui? Qu'il descende, qu'il vienne ici me rejoindre et qu'il assume. Il assume, mais on va dire que les critiques et les menaces, maintenant, il le prend très mal. Oui, des menaces. C'est-à-dire des menaces de quoi? Il a été menacé de mort, bien sûr. Oui. Et dans la rue, pas seulement par les contrevenants, par les gens qui passent à côté, à qui il n'a rien fait, les jeunes souvent. Mais il y a aussi des personnes plus âgées qui n'y vont pas de main morte non plus. Quand vous êtes en société, comme on dit, quand vous êtes avec vos amis ou avec des gens que vous ne connaissez pas trop, est-ce que votre mari vous a fait la leçon pour ne pas dire ce qu'il fait? Disons que souvent je le laisse parler, mais ensuite je dis, voilà, il est agent de stationnement. Mais ça doit être terrible pour lui, parce que finalement vous vous désolidarisez. Non, parce qu'en fait, moi je suis fière, donc je veux dire, je vois pas pourquoi on n'assumerait pas et on ne dirait pas ce qu'on fait comme travail. Je veux dire, il y a d'autres boulots qu'on fait parce qu'on aime. Je veux dire, c'est sûr qu'être pompier de Paris, c'est bien, c'est reconnu, c'est beau. Contractuel, un peu moins, enfin, genre de stationnement. Mais quelque part, est-ce que vous reconnaissez qu'il est malheureux, qu'il vit mal ça? Est-ce que vous prenez ça au sérieux? Oui, parce que vu le caractère qu'il a, oui. Parce qu'il n'a pas le droit, enfin, il ne doit pas se permettre de répondre aux gens. Donc ça, c'est encore plus dur par rapport à son caractère. Qu'est-ce que ça changerait pour vous qu'il assume au grand jour son métier? Peut-être qu'il se sentirait un petit peu mieux en rentrant du travail. Considéré? Aussi, oui. Oui, c'est ça qui changerait. Ouais. Pierrick, vous avez pensé à changer de métier? Oui, depuis 2 ans, là, c'est une idée permanente, on va dire. Mais c'est terrible parce que ce métier, finalement, vous l'aimez? Oui, je suis bien dans ma fonction. Mais j'en ai marre, quoi. C'est l'image. C'est l'image, et puis toujours faire la même chose aussi. Alors Pierrick, dans quelques instants, vous allez dire à votre femme si vous vous sentez prêt finalement à assumer au grand jour un métier dont vous avez du mal à assumer l'image depuis maintenant 2 ans, puisque vous cachez à votre entourage le contenu exact de ce que vous faites au cours de votre journée. Si c'est le cas, eh bien, si vous
finissez finalement par assumer. Vous viendrez sur ce plateau, nous vous découvrirons, nous découvrirons votre visage et vous nous direz pourquoi vous assumez. Sinon, bien, vous resterez en coulisses et vous nous expliquerez pourquoi c'est si douloureux encore pour vous, malgré les témoignages, de ne pas assumer votre métier. La discussion qui va suivre va bien sûr vous intéresser, puisque dans quelques instants, nous allons recevoir des invités qui, eux, souffrent du métier controversé de leur conjoint. C'est tout l'inverse de vous, finalement, Magali et Pierrick. Et puis, nous recevrons également des invités qui, eux, vivent très bien le fait d'avoir un conjoint qui exerce un métier plutôt mal aimé. Écoutez donc bien nos invités, peut-être ce qu'ils vous aideront à faire votre choix. Je vous demande également de saluer Pascal Leveux, qui est notre psychanalyste et qui nous dira si d'ailleurs les métiers mal aimés ont changé au cours de l'histoire et comment est-ce qu'on peut vivre un métier mal aimé, dont on dit qu'il est mal aimé, et continuer à l'exercer, ou est-ce qu'il vaut mieux changer si ça vous prend trop la tête. En tout cas, on va accueillir notre première invitée. Elle s'appelle Mireille. Le métier de son conjoint lui pose de véritables problèmes. Elle va nous dire lesquels. Voici Mireille. Bonjour Mireille. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez 44 ans, vous vivez maritalement, vous avez un enfant, vous êtes assistante commerciale. Vous auriez pu être l'épouse d'un contractuel ? Je pense que ce serait moins pire que dans mon cas. Qu'est-ce qu'il fait, votre mari ? Il est taxidermiste. Taxidermiste, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que c'est surtout le côté... la profession de taxidermiste consiste à naturaliser des animaux. Il empaille des animaux. Voilà, c'est-à-dire ouvrir l'animal, enlever tout ce qu'il y a dedans, et puis après remettre un moule et tout ça. Mais finalement, c'est au contact de la nature. Pourquoi est-ce que vous ne supportez pas l'image du métier de votre mari ? C'est le côté animal mort qui me gêne. C'est-à-dire triturer ces bestioles mortes, triturer cette viande froide, qui est quelquefois à la limite de la putréfaction. Enfin, pour moi, c'est répugnant. Pourquoi c'est répugnant ? J'ai du mal, par exemple, à vider un poulet ou à vider un poisson, donc je ne comprends pas qu'on puisse aller allègrement Vous le dans ce domaine. connaissiez, il faisait ce métier ? Quand je l'ai connu, oui, il faisait déjà ce métier. Et pourtant, il vous a séduit avec ? Séduit, pas par ça en tous les cas. Non, disons que j'étais curieuse de savoir ce que c'était ce métier, puisque je ne le connaissais pas du tout. Ensuite, quand j'ai vu, c'est vrai que la partie dépeçage est vraiment répugnante. Après, quand l'animal est que la mousse est à l'intérieur, que la peau est recouverte, c'est différent. Ouais. Vous vivez entouré d'animaux morts ? On va voir quelques images de votre intérieur, des animaux empaillés. D'animaux, naturalisés, je préfère cette expression. Ils aiment bien ça, vos enfants ? J'ai qu'un fils et qui a toujours été dans ce milieu-là, donc apparemment ça ne le choque pas. Vous, qu'est-ce qui est désagréable ? Vous disiez, j'aime pas quand je le vois triturer tous ces animaux morts. Voilà, ça sent pas bon ? Oui, quelquefois il y a l'odeur si l'animal est limite de tourner. Et puis ce fait de toucher cette viande froide, ça me répugne. Puis ce sang et puis tout, quoi. C'est socialement que c'est difficile à vivre ou c'est dans votre vie à vous ? Non, c'est dans ma vie à moi. Sinon, c'est plutôt un métier qui passe plutôt bien auprès de vos amis, taxidermistes, pas... Oui, disons qu'il y a la curiosité, comme moi au départ, c'est-à-dire que c'est un milieu qui est peu connu. Ensuite... ce qui me plaît pas, c'est que aussi ça tourne toujours avec les mêmes personnes, les clients, la plupart du temps, ce sont des chasseurs. Ouais. Donc on parle de chasse, on parle des menées, on parle des chiens, on parle de toutes ces choses-là, et moi j'en ai ras-le-bol. Vous avez demandé déjà à votre mari de changer de métier ? Non, je me sens pas le courage, je me sens pas le droit même de lui demander. Parce que pour moi, pour lui, c'est vraiment une passion. Même si quand je suis en colère, je lui dis, c'est pas une passion, c'est une obsession. Ah, il est obsédé par les animaux ? Ah, obsédé complètement. Il y en a beaucoup d'ailleurs chez vous ? Chez nous, je limite, c'est-à-dire qu'il n'y a que des animaux sur pied déjà, parce que j'ai horreur des têtes qui vous regardent, qui sont affichées au mur et qui vous regardent, ça je supporte pas. D'autre part, c'est vrai que ça envahit beaucoup parce que à la maison, donc c'est un lynx, c'est un écureuil, c'est un renard, petit à petit les bestioles arrivent. C'est vrai mon mari a gagné un peu de terrain en mettant un animal par-ci, un autre par-là. Très honnêtement, c'est devenu franchement invivable cette situation où vous êtes venu sur ce plateau en disant moi ça me pose des problèmes. C'est vraiment pas vivable, c'est dur, ça enlève le glamour de votre relation avec votre mari. Voilà, tout à fait, oui.
c'est parce que c'est trop obsédant pour lui. Enfin, c'est pas seulement le fait de mettre les mains j'allais dire la barbaque, c'est familier, mais c'est vraiment un univers complet et dans lequel je n'arrive pas à rentrer. Puis je crois que je pourrai jamais et que j'ai pas envie non plus de faire l'effort de rentrer dans cet univers-là. Est-ce que quelquefois vous avez du mal à prendre votre mari dans les bras, ou parce qu'il y a toujours l'odeur de ces animaux, parce que finalement quand vous le voyez, vous voyez les bêtes mortes, éviscérées Non, heureusement, je n'ai pas cette image-là tout le temps en face de moi, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de penser, j'espère qu'il s'est bien lavé les mains, parce que tout à l'heure, je l'ai vu dans une tête de sanglier, par exemple. Alors on va accueillir notre prochaine invitée. Elle a fait l'effort, elle vit très bien la profession de son mari, elle a même fait l'effort de l'adopter pour pouvoir vivre à deux, en symbiose finalement, dans cet univers un peu particulier. Je vous demande d'accueillir Isabelle et Dominique. Isabelle, vous avez 38 ans, Dominique 46, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous comprenez que Pierrick n'assume pas au grand jour sa profession? Alors je comprends, oui, tout à fait sa réaction par rapport aux gens de l'extérieur. Mais moi, si je peux lui dire une chose, c'est qu'il a 2 enfants et je suis sûre que ses enfants sont très fiers de lui. Dominique, qu'est-ce que vous faites comme métier? Donc je travaille dans les pompes funèbres, je suis agent de funérarium. Voilà, oui, ça fait sourire, je sais, ça fait sourire. Oui, ça applaudit mitigé là. Oui, et vous avez fait un petit moitié. rictus. C'est la réaction qu'ont les gens en général? Voilà, tout à fait. Comment vous pouvez faire ce métier? Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier-là? Voilà. Et comment vous pouvez faire ce métier justement? C'est déjà, il faut être bien dans sa tête. Il faut faire la part des choses. Son métier, sa vie privée. Ah mais attendez, quand vous étiez petit, vous vous êtes dit un jour je travaillerai dans les pompes funèbres? Non, mais ma mère, qui est âgée, me disait toujours c'est pas étonnant que tu sois dans les pompes funèbres, étant donné que quand tu étais petit, dans les cimetières, tu t'amusais à relever tous les pots de fleurs. Je me promenais dans les cimetières, donc vous voyez, c'était. Ah oui, déjà petit. Déjà petit. Alors, non seulement vous faites un métier qui est lié à la mort, mais c'est très amusant. Racontez-nous un petit peu comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. Alors on s'est rencontrés, il était une fois une coiffeuse. Vous donc, avant? Voilà, une belle histoire. J'étais donc, mon salon de coiffure était situé place de l'église. De ce fait, je voyais les véhicules funéraires au fil des jours arriver. Et Dominique, qui n'a rien, enfin vous pouvez le constater, ressemble pas du tout au croque-mort de Lucky Luke. Donc j'ai un peu craqué. Et puis on a commencé à se faire des coucous à travers la vitre. Et puis, comme je suis d'une nature curieuse, il est venu se faire couper les cheveux 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je l'ai vraiment mitraillé de questions. Comment il a pu choisir ce métier, comment il faisait pour toucher les corps. Enfin, c'était très intriguant. Et puis, pour un petit peu écourter, on a vécu ensemble. Et un jour, il est arrivé, un soir, en me disant « Assieds-toi, j'ai quelque chose à te demander. Tu n'es pas obligé d'accepter, mais ma vie en dépend. » Enfin, ma vie en dépend, sa vie professionnelle en dépendait. Et donc là, il avait un projet de poste qui lui permettait d'évoluer, avec une très forte augmentation de salaire, mais je devais travailler avec lui. C'est-à-dire rentrer au funérarium? Tout à fait. En Et tant alors qu'hôtesse d'accueil. Vous avez hésité? Alors, j'ai pris une feuille de papier, je l'ai séparée en 2. J'ai mis pour d'un côté et contre de l'autre. Et alors, il y a eu plus de pour que de contre? J'avais plus de pour que de contre. Disons que c'est vrai que Dominique travaillait dans une entreprise qui tenait debout, qui avait à l'époque 145 ans d'expérience. Donc il est vrai que déjà, je ne prenais aucun risque à ce niveau-là. Et j'arrivais en fait à la fin d'un cycle dans ma profession. C'est quand même passer de coiffeuse à... Oui, mais justement. Avec des bottes vivantes tous les matins qui vous font la tchatche, à des types qui ne vont pas vous parler de la journée, ça doit être démoralisant quand même, non? Non. Justement, j'en avais... Ah, vous en aviez ras-le-bol de vos clients? De la coiffure. D'accord. J'en avais marre de recommencer tous les mois la même chose. Et au fond de moi-même, je sentais que j'avais quelque chose à apporter. Quoi? De l'amour. Aux morts? Du réconfort. Aux familles. Aux familles? Parce que le problème, quand on parle des pompes funèbres, c'est les morts. Mais l'important dans notre travail, ce sont les familles. Mais attendez. Isabelle, comment? Je comprends ce que vous me dites.
Mais dans la vie, on n'a pas toujours le moral. Souvent, il fait gris, il pleut, on se Eh ben, gèle un petit justement. peu. Comment vous avez envie tous les jours d'aller voir des gens qui sont dans la douleur et qui viennent de perdre quelqu'un? Ça doit être terrible. Comment vous faites C'est- pour avoir le moral? C'est pas terrible, parce que ce sont des gens, moi j'ai besoin de donner de l'amour, du réconfort, de la tendresse. Ce sont des gens qui... parce qu'en fait, moi, mon rôle, je suis maître de cérémonie, c'est-à-dire que je suis là le jour des obsèques. Je dois veiller sur la famille et je dois veiller également au bon déroulement des obsèques. C'est-à-dire que je suis le lien entre la famille et leurs défunts. Et je suis là, en fait, je suis une oreille, je suis une épaule, je suis un sourire. D'accord? Donc, ce n'est pas de la tristesse que je dois leur apporter, au contraire. C'est un sacerdoce chez vous, hein? Non. Presque. J'adore mon métier, j'adore mon métier et c'est vrai que Quelle place ça prend justement, votre métier? c'est énorme. Je me donne à fond, à 100% dans mon On voit travail. bien, hein, elle est passionnée, hein, vous J'adore mon l'avez métier. contaminée. Hein. J'adore mon métier parce que tous les jours, je réconforte des gens dans des moments qui sont douloureux parce que ce jour-là, le jour des obsèques, les gens ont un retour à la réalité. Et là, ils ont besoin d'être appuyés. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui fasse une tête d'enterrement. C'est le cas de le non, dire. C'est mais vrai que vous vrai. habitez au-dessus du Tout à fait, funérarium. oui. C'est fou, ça. Tout à fait, donc, vous êtes dedans, là. Hein. Oui, Au-dessus. Au-dessus. Ouais. Au-dessus. Donc, ce qu'il y a, c'est que nos filles, mes filles ici présentes, Elles vivent dedans aussi. elles vivent au-dessus. Donc, ils sont habitués à voir ne serait-ce que le corbillard, les véhicules funéraires, enfin tous les véhicules funéraires, et ils connaissent, ils savent très bien le métier que je pratique. Et je ne pense pas qu'ils soient choqués. Hein, Mais comment vous faites justement pour vivre toute la journée, le soir, puisque vous rentrez chez vous, c'est juste au-dessus, Ouais. avec cette idée de la mort? Non, on n'a pas l'idée de la mort. Non, il Evelyne, faut on faire n'a la part pas des choses, il l'idée. faut oublier le Vous côté faites pas la part des travail. choses puisque vous habitez au-dessus. Mais si, on est chez nous, mais nous sommes chez nous. notre maison ne ressemble pas à un funérarium. Mais alors, Je veux dire, il y a les gens, enfin les morts, ils sont en dessous. en dessous. Mais vous faites pas des cauchemars la nuit? Mais non. Non, il y a quelques petits bruits de temps en temps, mais ça c'est... Des bruits? Ah, arrêtez des bruits de quoi? Non, Vous faites visiter d'ailleurs à vos amis de temps en temps le c'est sûr que funérarium? non, sûrement pas. Non, Ah non. ah non, 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 Ah non. non, non. Pas juste- Non, mais vous, Ah non, non. vous êtes tellement passionné par votre métier, on l'entend bien. Parce que c'est un beau métier. C'est un beau métier, on le fait, C'est un on le beau fait métier, bien. non, c'est vrai. Voilà. Ah oui. Est-ce que vous avez des anecdotes particulières qui vous sont arrivées par rapport à ce funérarium, à cette activité? Ben, justement, Evelyne, vous me parliez de nos enfants. Eh bien, moi, j'ai une petite anecdote. J'ai eu l'occasion, j'ai pas eu trop le choix. Un dimanche matin, j'étais obligée de prendre Lorraine, donc mon aînée qui à l'époque avait 2 ans et demi. Et un dimanche matin, elle est descendue avec moi au funérarium. Donc je l'avais installée dans un bureau avec des crayons, des feuilles pour l'occuper. Le téléphone a sonné, donc j'ai répondu, bien sûr, j'ai parlé assez fort. Et Lorraine, pendant cet appel téléphonique, s'est un peu échappée dans les couloirs du funérarium et est revenue vers moi et m'a fait « Chut, le monsieur est fait dodo ». Et là, tout naturellement, Vous les avez complètement intégrés à cette idée-là. tout à fait, parce que ma réaction a été « Oui, ma chérie, je vais parler moins fort ». Voilà, donc je les ai jamais... D'ailleurs, vous pouvez lui poser la question. On va Ça poser la s'est question fait à notre psychanalyste surtout. Mais tout naturellement. c'est J'aurais vrai qu'il y a une quelque mère de chose. famille à l'école qui vous parle plus? Alors, oui. C'est-à-dire que la première entrée à la maternelle de Lorraine, donc les 15 premiers jours, on se dit bonjour avec les mamans, on fait connaissance. Ben, évidemment, c'est la première année de maternelle, il y a l'effervescence, nos petits bouts de chou rentrent à l'école. Donc, pendant 15 jours, c'était bonjour, bonsoir. Et puis, de fil en aiguille, petit à petit, on s'est demandé nos professions. Et quand, effectivement, j'ai annoncé ma profession, sur 10 mamans, il n'y en avait plus qu'une qui me disait bonjour après. Mais ça ne m'a pas du tout gênée. Mais ça fait quand même l'immense majorité, 9 qui vous tournent le dos. Tout à fait. Mais Vous les comprenez? Je les comprends, tout à fait. C'est pour ça que je ne porte pas de jugement, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur. Et surtout... Mais ça doit être ennuyeux quand même pour vos filles. Pour mes filles, non, parce que elles grandissent avec nous, donc je pense qu'on leur communique ce qu'on peut en ressortir de notre travail. C'est-à-dire, moi, vous savez, quand à la fin d'une cérémonie, des gens qui 2 heures avant, je ne connaissais pas, et qui à la fin me disent merci pour votre gentillesse, est-ce qu'on peut vous embrasser? Quand je dis ça à mes enfants, qu'est-ce qu'elles voulaient elles sont ravies. Je veux Ça dire, rattrape les mamans qui ne vous comprennent pas, c'est ça?
Comment? Ça rattrape les mamans qui ne vous comprennent pas. Tout à fait. Bonjour. Ça te fait jamais peur, tous ces gens qui dorment en dessous de chez toi? Non. 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 Non, non, Tu franchement. comprends ce qu'ils font là? Oui? Et t'as jamais la trouille? Non, jamais. Et qu'est-ce qu'elles te disent, tes copines? Bah, c'est toujours ouais, ton père il va chercher les morts et ta mère elle les enterre. Donc voilà, donc c'est un peu gênant d'un côté, mais moi personnellement ça me dérange pas du tout. Puis Qu'est-ce que tu réponds à tes copines? pas rien, je les ignore et puis tant pis si elles se moquent et voilà. Bah, c'est bien. Pascal Neveu, vous êtes psychanalyste, vous avez entendu le témoignage. Qu'est-ce qu'on peut... D'abord, il y a deux choses. Hein. C'est avoir des enfants quand on exerce un métier décrié. C'est pas évident, l'image. Alors là, en plus, il y a l'image de la mort pour les enfants. C'est très intéressant. Je rebondirai également sur l'autre profession tout à l'heure. Mais c'est vrai que là, on a deux professions, et notamment la vôtre, qui touchent les conflits les plus violents qui sont inscrits au fond de nous. C'est l'éternelle dualité entre l'opposition entre la vie et puis la mort. D'ailleurs, vous le décrivez très bien. Je crois que vous faites un métier qui est absolument magnifique. Il se trouve que durant toute notre vie et dès notre naissance, nous savons que nous allons mourir. Et ça, c'est refoulé, mais très 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 loin, parce qu'on ne pourrait tout simplement pas survivre. Vous dirigez, en quelque sorte, vous rendez, d'un côté, en tant que croque-mort, vous rendez la vie. Hein. Il suffit de, simplement, dans le travail d'embaumement, de redonner une apparence de vie. Et puis, madame, effectivement, va avoir un travail d'écoute, de soutien énorme que d'autres personnes, que ce soit la famille, que ce soit d'autres professionnels, ne vont pas réussir à apporter. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est le problème de l'image. L'image des croque-morts, comme vous disiez, l'image des contractuels. Et puis elle est violente. On a la mort, on a immédiatement l'image de la mort, comme je le disais tout à l'heure, et puis l'image du contractuel, beaucoup plus difficile à gérer d'ailleurs que l'image du policier, c'est que le contractuel, il est uniquement dans la répression. Et ce conflit-là... c'est jamais gentil, un contractuel. Non, c'est jamais gentil. Et effectivement, on a également dans nos instances psychiques des moments où on est des petits diables, et puis au contraire où on a une sorte de Dieu qui est au-dessus de nos têtes et qui va nous interdire les choses. Alors je pense qu'on va rebondir tout à l'heure un petit peu plus près, mais ce sont des images qui, je le répète, réveillent les conflits les plus violents qui sont inscrits au fond de nous depuis notre prime enfance. Alors, dans quelques instants, vous nous direz s'il faut assumer ou s'il faut changer de métier, finalement. Il faut réussir à assumer. Parce que sinon, il n'y a pas de voie possible. En tout cas, est-ce que ça a ressoudé votre couple, le fait que vous travaillez ensemble dans le même secteur, celui des défunts? Dans l'ensemble, ça se passe bien, je pense. Ah ouais, Alors, on va accueillir ça se passe maintenant Anne-Sophie. Anne-Sophie, elle vit très mal la profession de son conjoint et d'après elle, le métier de son compagnon met en péril leur couple. Voici Anne-Sophie qui témoigne de manière anonyme. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité témoigner de manière anonyme? C'est parce que vous n'assumez pas le métier de votre mari? Non, pas du tout, mais en fait, j'avais pas conscience des répercussions que cela pouvait avoir sur ma sécurité et sur la sienne. Et c'est aussi par respect pour lui, parce qu'il veut absolument pas qu'on puisse faire une connexion entre lui et moi. Est-ce que vous comprenez que Pierrick n'assume pas sa profession au grand jour? Moi, oui, je comprends. Est-ce que vous pensez que Pierrick doit venir sur le plateau assumer au grand jour sa profession, ce qu'il ne fait pas depuis 2 ans? S'il ne se sent pas prêt, non, je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux qu'il change de voie ou qu'il essaye de passer des concours internes. S'il est malheureux, c'est pas... Quel est donc le métier de votre conjoint que vous n'assumez pas du tout? Il est surveillant pénitentiaire. Ce qu'on appelle un maton. Un maton. Puisqu'on parlait des mots qui blessent, hein, Pierrick, c'est contractuel. Vous, c'est maton, vous l'entendez? Tout le temps. On dit jamais surveillant pénitentiaire. On dit toujours c'est un maton. Mais même gardien de prison, ça s'entend de moins en moins. On dit tout le temps maton. Pourquoi est-ce que c'est tant décrié que ça, cette profession, ou qui vivait dedans? Je pense que c'est une façon pour la population d'oublier les prisons. On oublie les prisons et on oublie aussi les fonctionnaires qui y travaillent. S'il avait été pompier, on serait fiers de lui. Quand vous avez rencontré votre mari, il exerçait déjà cette profession d'agent pénitentiaire? Non. Qu'est-ce qui l'a poussé à le devenir? Il a passé des concours, il a passé plusieurs concours pour entrer dans la fonction publique. Et il s'est trouvé qu'il a réussi ce concours-là. Et donc, il est parti en formation. Ça fait combien de temps qu'il est agent pénitentiaire? 1 an. 1 an. Et depuis 1 an, c'est l'enfer? Depuis 1 an, c'est l'enfer. Comment vous vivez ça? Qu'est-ce qui se passe?
En fait, au début, je ne me rendais pas tout à fait compte de ce que c'était, parce que surveillant de prison, je ne suis jamais allée en prison, je vois pas... Vous habitez à côté? Je ne connaissais pas, oui, on habite juste à côté. Et mon travail n'est séparé du sien que de 800 mètres, donc ça explique aussi pourquoi je préférais témoigner de cette façon. Et donc, quand il a commencé sa formation, il se trouve que pendant quelques mois, ils sont dans une école spécifique qui se trouve à Agen. Et ensuite, il commence à faire des stages dans certaines prisons. Et je l'ai accompagné à son premier stage. Et c'est là où j'ai réalisé que c'était un milieu difficile. Vu de l'extérieur, c'était déjà difficile. Et en plus, quand vous êtes le conjoint, vous venez récupérer votre ami à la sortie du travail, vous êtes avec les familles de détenus. Et là, vous voyez votre petite amie qui vient de commencer, qui n'a pas de vestiaire, qui sort de la prison en tenue, qui vient jusqu'à votre voiture en tenue, qui traverse le parking où il y a toutes les familles de détenus et qui monte dans votre voiture. Et là, vous vous sentez très mal. Pourquoi ? Parce qu'une famille qui n'apprécie pas que son fils soit en prison peut très bien réagir contre lui, parce qu'on peut très bien repérer notre voiture, parce qu'on peut très bien repérer que je suis avec lui. Et après, c'est une parano qui se met en place. Est-ce que vous avez peur ? De temps en temps, oui. J'essaye de ne pas y penser parce qu'on a une vie... j'ai peur. Dans l'endroit où je travaille, en fait, il y a beaucoup de monde. Je travaille dans un supermarché. Et en fait, tous les jours de visite qui sont autorisés à la prison, je vois les familles de détenus qui viennent manger en face de moi. Et au début de notre relation, ils venaient me rejoindre le midi pour manger avec moi. On a arrêté parce que ça peut provoquer des situations un peu délicates. Il suffit qu'il y ait un ancien détenu qui soit là, quelqu'un qui a terminé sa peine et qui sorte, il est là et il le reconnaît. On a déjà menacé de représailles ? Lui, non, mais il a des amis qui ont eu des soucis. En effet, ils ont retrouvé leur voiture complètement défoncée dans un parking souterrain dans lequel il faut entrer avec une clé. Et ils se sont rendus compte quelques semaines après qu'un ancien détenu habitait dans le même immeuble qu'eux. Vous dites jamais aux gens ce que fait votre mari ? Je le dis à demi-mot, mais je pense que les gens sont gênés quand je le dis, mais avec le recul, je me dis qu'ils sont gênés de voir que ça me dérange, moi, oui. d'annoncer son métier. Et ça vous dérange parce que vous avez peur ? Ça vous dérange parce que c'est pas... J'ai pas honte de son métier, il en faut, et lui, il a rien fait de mal, quoi. Il leur fait pas mal aux détenus, et il est avec eux tous les jours. Alors qu'est-ce qui vous gêne ? Parce que vous ne vivez pas constamment avec les familles de détenus. Ce qui me gêne, c'est que je vais vous dire à vous, voilà, Evelyne, mon amie travaille dans telle prison. Ah bon ? Ah oui, mais il se trouve que le mari de votre meilleur ami a commis une petite effraction et qu'il y a séjourné. Mais moi, j'ai personne tout en de suite, prison. Oui, mais comment je peux savoir ? C'est pas écrit sur le visage des gens. Tout le monde n'est pas en prison. Tout le monde n'est pas, mais tout le monde peut très bien s'y retrouver facilement. Aujourd'hui, vous vivez vraiment dans la peur. Puis, de toute façon, il y a beaucoup de jeunes qui font des erreurs, qui ont fait un petit séjour, même si c'est qu'un mois, ils peuvent avoir rencontré mon ami. Et moi, je peux très bien sympathiser avec quelqu'un qui sort de prison, c'est parce que vous dites en premier. Tiens, je sors de prison. C'est devenu pesant pour votre couple, cette situation ? C'est devenu plus que pesant parce que lui a totalement changé. C'est-à-dire en fait, je l'ai connu 1 an avant qu'il fasse cette profession. Et depuis 1 an qu'il fait cette profession, il s'est complètement renfermé sur lui-même. Déjà, le fait qu'il fasse cette profession, quand on a des soirées avec des amis, c'est ses collègues de travail et il ne parle que du milieu pénitentiaire. Donc moi, je me sens un peu... Ça rappelle quelque chose à Mireille. Ouais, on se sent un petit peu de côté. Faites un club, taxidermie, le club de surveillants en prison. Le club des non passionnés. De côté, Vous vous désolidarisez quelque part du milieu de votre mari ? Mais non, mais j'essaye vraiment. Je lui avais proposé de poser ma demande auprès de la préfecture pour aller visiter la prison, parce que ça se fait. Il ne veut pas. Je ne sais pas si c'est pour me protéger ou si c'est parce qu'il n'a pas envie de s'étaler sur le sujet, mais je me sens plutôt rejetée par rapport à son milieu professionnel, déjà. Et en plus, quand je me fais des amis qui ne sont pas du milieu, je leur dis au bout de quelques rencontres, voilà, il est surveillant de prison. Mais on ne s'étale pas sur le sujet, qu'est-ce que vous voulez raconter ? Moi, je ne connais pas son travail plus que ça. On est vraiment tenus de côté, et le truc, c'est que ça nous sépare parce que lui s'enferme là-dedans. Il y a des choses qu'il n'a pas le droit de me dire, forcément. Donc ça fait une raison de plus pour ne pas me parler. Et ça a joué complètement sur son caractère. Parce qu'il ne va pas être très sympathique, souriant, sensible devant des détenus. Et le problème, c'est que je me demande s'il fait bien la différence entre son travail et notre maison. Et alors, vous avez cette réponse ? Oui, puisque là, apparemment, nous sommes arrivés au bout de l'histoire.
Donc je pense que là, je l'ai perdu, quoi. Je peux pas essayer d'aller contre lui s'il n'a pas envie que j'y aille. Et... c'est fini, quoi. Je suis persuadée au fond de moi que s'il n'avait pas fait ce travail-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous en parlez avec lui? Ouais. Qu'est-ce qu'il vous dit? Plus depuis ces derniers temps. En fait, ça m'a fait réagir quand vous avez fait l'appel à témoins, parce que je lui ai demandé s'il pensait que nos problèmes venaient de son travail. Il m'a dit non, je sais pas. Et à force de discussion, il a fini par me dire qu'un petit peu, peut-être. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, surtout, c'est qu'il n'arrêtait pas de parler de liberté, qu'il avait besoin de sa liberté, qu'il voulait retrouver sa liberté. Et mon comportement à moi n'a pas changé vis-à-vis de lui, donc je pense que c'est parce que si les détenus sont en prison, les surveillants de prison également. Et je pense que c'est ça qu'il n'arrive pas à réaliser. Et il n'a pas envie, ou en tout cas l'impression qu'il faut que vous vous laissiez rentrer un peu dedans aussi pour que vous Mais vous sentiez... moi, je pense que mentalement, il n'était pas prêt pour faire ce travail-là, que c'est beaucoup trop lourd psychologiquement. Trop prenant comme métier, trop dur. Donc je pense, oui. Il veut retrouver sa vie d'avant, sa vie de jeune homme insouciant. Pourquoi il ne change pas? Je sais pas, au début, en plus, il voulait vraiment évoluer dans ce milieu-là et il voulait être éducateur sportif pour les adolescents qui sont en prison. Et puis, je sais pas si c'est le milieu qui fait que c'est trop long, trop difficile. Et est-ce qu'il va le faire un jour? Mais en attendant, ce sera trop tard pour nous. Pascal Neveu, est-ce qu'il y a une fascination un peu bizarre quelquefois pour certaines personnes, pour des métiers, avec des conjoints qui n'arrivent pas à rentrer dedans? Elle nous dit, Anne-Sophie, il est quand même fasciné par le milieu des prisons, votre ami, visiblement. Hein? C'est pas une fascination, mais c'est qu'il fait vraiment son travail à 200%. Il a été il n'y a pas de place pour les conjoints? Il est passionné, comme nombre de personnes, tout comme vous. C'est vrai que dans les familles de policiers, gardiens de prison, contractuels, il ne faut pas nier la vérité, hein, on a un fort pourcentage de divorces. On a également énormément d'enfants qui vont très mal le supporter parce que la société ne supporte pas ces professions dites de répression. Donc il y a une exclusion sociale, il y a un jugement, et peut-être que c'est à vous, hein, dans la taxidermie, puis également dans le milieu pénitentiaire, de cultiver également un petit jardin secret. Il n'y a pas que la couture, il y a d'autres choses à faire. Rencontrez-vous entre copines. Vous avez envie de rencontrer des femmes de gardiens? Vous en avez rencontré déjà, Anne-Sophie? Là, en fait, le truc, c'est que les femmes que je connais sont surveillantes pénitentiaires. Et oui. Elles ont fait le même travail que leurs conjoints. Est-ce que c'est ça la... Et c'est pas évident du tout, parce qu'effectivement, va y avoir une sorte de choix socio-culturel, c'est-à-dire que toutes ces familles vont se regrouper entre elles. Ça va être effectivement des amis qui appartiennent au même corps professionnel. On a les mêmes problèmes chez les gendarmes, chez les pompiers, avec des mises sous caserne, qui sont de véritables prisons, avec des véritables rumeurs, avec des histoires louches, etc. Je crois que ce sont des professions très à part, il est très difficile pour les conjoints, pour les conjointes de le vivre et de l'assumer. Alors on va accueillir maintenant une autre femme qui, elle, est fière de la profession de son mari. D'après elle, une femme ne doit pas avoir honte ou vivre mal ce métier, quelquefois décrié. Il s'agit de Daniel. Bonjour Daniel, vous avez 46 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes fleuriste. Oui. Est-ce que vous comprenez que Pierrick ait du mal à assumer au grand jour sa profession de policier contractuel? Moi, je dis que quand on fait un métier, on l'a choisi, et il faut le démontrer. Il faut sortir de là-dedans et ne pas se baser sur la réputation du métier ou quoi que ce soit. Moi, je dis qu'il faut le dire. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre mari? Ça fait 12 ans. Des critiques, vous en avez entendu? Oh là là. Et pourtant, ça va. Lui, c'est parce que Pierrick, vous avez entendu, ça fait longtemps qu'il fait ce métier, ça fait que 2 ans qu'il assume mal parce qu'il en a ras-le-bol, de l'image. Mon mari, lui, cache son métier. De temps en temps, ça lui arrive de me dire à moi, arrête Dani, ne le dis pas. Je dis, mais pourquoi je ne vais pas le dire? Moi, j'étais acceptée. Il vit mal ça pour le... Mon mari, des fois, oui. Des fois, mais je suis venue petit à petit, je ne sais pas si c'est notre amour qui est tellement... Eh bien, maintenant, il en est fier. J'ai su tourner un peu la clé et je le dis tout haut. Une fois, je suis avec mon mari, on est allé faire des courses et il y a un monsieur qui l'a reconnu malgré qu'il n'avait pas son uniforme. Et il lui dit, mais
vous êtes... Mon mari a dit, non, c'est pas moi. Moi, je me suis tournée, j'ai dit, mais bien sûr que c'est toi, chérie, dis-le, tu es policier, vas-y. Car il est policier, votre mari. Mon mari est policier. Ça fait donc Il est policier depuis 18 ans. Comment est-ce que vous vivez l'image des policiers, vous? Ben, disons que je suis issue de famille de travailleurs, comme on dit. J'ai vécu dans des quartiers nord, comme on dit. Mes parents m'ont appliqué qu'il ne fallait jamais avoir affaire à la police, donc on a eu une certaine peur de la police, parce qu'à l'époque, on la craignait. On la craignait énormément. Dès qu'on voyait passer la police, on partait de l'autre côté, même si on n'avait rien fait. Et quand j'ai rencontré mon mari, parce que ça a été un hasard, j'ai grillé un feu rouge. Donc, normalement, tous les policiers mettent des PV, chose que c'est pas vrai. Je me suis arrêtée, on m'a demandé mes papiers et j'ai vu un homme devant moi. J'ai pas vu l'uniforme. Bon, j'avais peur, je m'étais garée, j'avais peur, je voyais un uniforme. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me mettre en prison. Et il s'est penché vers moi et j'ai vu... J'ai pas vu l'uniforme. Mais ça existe que dans les films, un truc pareil. Ah ben, ça existe même au bout de 12 ans, c'est toujours pareil. Il vous a regardé, il a eu le coup de foudre aussi pour vous? Ça a été, c'est tous les jours le coup de foudre avec lui. C'est tous les jours le coup de foudre. Et le PV, vous l'avez eu? Non, il m'a mis une alliance à la place. Non, ça a été un coup de foudre total. J'ai découvert que les policiers étaient des hommes avant tout, avec des sentiments, avec ce sont des... J'adore mon policier de mari. C'est des êtres humains. Bon, si on n'a pas affaire à la police, tant mieux. Mais si vous en avez affaire... Est-ce que il y a des aspects vraiment négatifs de cette profession que vous admirez quand même? Il y a des aspects négatifs parce que quand vous voyez des policiers en uniforme promener et qu'on se met à les insulter sans les connaître, ça c'est humiliant, que vous ne pouvez vraiment rien faire. Mon mari, il est arrivé plusieurs fois de passer dans la rue, parce qu'il est îlotier, faut le dire. Il est îlotier, il promène dans son secteur, il regarde que tous les commerces vont bien, vous n'avez pas à faire boire, pas de problème, il passe, et que vous avez des bandes de petits jeunes, dit, hop, je ne dirais pas les gros mots, ils se prennent des gros mots toute la journée. Alors, je vais vous dire une chose à ceux qui traitent les gardiens de la paix comme des moins que rien, s'il n'y avait pas eux, hein, il y aurait une anarchie totale en France, ça serait une rébellion complète. Comment ça se passe? Vous êtes femme de policier. Oui. Est-ce que des fois, vous n'êtes pas oppressée par ce milieu parce que vous vivez peut-être en autarcie avec des gens qui font comme vous? Ah non, parce que moi, je vais vous dire, ils en bavent tellement toute la journée, les policiers, que quand on arrive à se rencontrer, nous, on parle d'autre chose. Ah oui? Ah oui. On parle d'autre chose, parce que sinon, je vais vous dire, ça ne serait pas 55 suicidés qu'il y aurait dans un an, ça serait peut-être triple. Alors on va accueillir maintenant Luan. Luan, elle a fini par quitter son conjoint car elle ne supportait plus le poids et la mauvaise réputation de la profession de son conjoint. Je propose d'accueillir Luan. Luan, vous avez 25 ans, vous vivez maritalement, mais aujourd'hui avec quelqu'un d'autre, ce conjoint qui exerçait un métier d'écrier. Est-ce que vous comprenez que Pierrick n'assume pas sa profession? Pierrick, il a choisi ce métier-là parce que c'est un métier qui lui plaisait. Qu'il ne l'assume plus aujourd'hui, je le comprends. Qu'il en ait honte, je le comprends pas parce que c'est un métier, il en faut. Il faut des hommes comme ça. Il en faut énormément, de plus en plus, je pense. Vous dites qu'il faut assumer. Pourtant, vous n'avez pas assumé longtemps, finalement, le métier qui vous est fantasmé de votre conjoint. Au début, c'était merveilleux, comme toute relation qui commence. Bon, après, on tombe amoureux, donc ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'il y a les sentiments qui se mettent là. Le métier, moi, je l'ai accepté, j'en étais fière, j'étais fière de son métier, j'étais fière de tout ça. C'était quelqu'un de vraiment fort et au fur et à mesure, ça s'est dégradé. Qu'est-ce qui s'est dégradé? Qu'est-ce qui vous a plu? Quand je l'ai rencontré, il sortait de l'école de police, donc plein de fougue, plein de convictions. Moi, j'avais des a priori sur la police, parce que, bon, si on va dire que s'il y a 10% de personnes
qui n'ont pas à faire ce métier-là et qui le font très mal. Faut pas faire une généralité. Mais attendez, concrètement, au quotidien, qu'est-ce que vous n'avez plus supporté à un moment? Ce que j'ai pu supporter, c'était de le voir rentrer le soir, de savoir qu'il faisait un métier pas évident, parce que, comme j'ai entendu, ils en prennent plein la tronche toute la journée. Et moi étant amoureuse et fière de lui, quand il rentrait à la maison, j'allais vers lui. Parce que lui, plus ça allait, moins il venait vers moi. Et j'allais vers lui pour... Un peu comme Anne-Sophie? Oui. Je lui disais, mais raconte-moi ta journée, qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, c'était, on a eu un accident de voiture et on a ramassé la tête sur la plage arrière. Et puis moi, ça me touchait. Donc au bout d'un moment, il a essayé de me protéger. Et en me protégeant, il ne me parlait plus. Et chose qui me semble dingue, c'est que dans un commissariat, même s'ils ont tous le même uniforme, il y en a qui sont plus faibles que d'autres. Et chose que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait aucun soutien psychologique dans ces milieux-là. Parce qu'on permet à des gens de porter une arme. Et ces personnes-là, des fois, elles sont au bout du rouleau. Et c'était le cas de votre petit ami? Moi, il était au bout du rouleau. Quelles conséquences ça a eu pour vous? Ça a eu pour moi que je me suis accrochée. Je me suis accrochée et l'aimant à un point, toute mon énergie, je lui ai donnée. Et je lui ai tout donné, j'en avais plus pour moi. Comment ça se passait au quotidien avec... femme de flic, c'est quoi? Femme de flic, alors faut préciser qu'on habitait à 400 mètres du commissariat où il travaillait. Vous aussi, proximité. Et qu'on habitait à Sarcelles. Alors déjà, une fille toute seule dans Sarcelles, des fois, il y a des problèmes. Et quand, en plus, on est amené à être vu avec le flic de Sarcelles et qu'on habite à côté, ça devient invivable. Ce sont les agressions verbales, pour commencer. Une fois, je me suis retrouvée avec un mec qui faisait 1m90 quasiment. Il s'est retrouvé à ça de mon visage. Et il m'a dit, c'est toi la du flic. Et moi, j'avais les genoux qui cognaient comme ça. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, je suis pas sa p***, je suis sa femme. Et j'étais fière de lui. Mais il est arrivé un moment où l'énergie tombant, je suis allée voir le médecin. On m'a prescrit des médicaments pour surmonter ça. Et puis il n'y avait rien à faire. J'ai fait une tentative de suicide. Parce que... dans notre couple, ça n'allait plus. Et le fait qu'il fasse ce métier-là, ça a accéléré les choses. Parce que je pense qu'un couple, du moment qu'il doit fonctionner, il fonctionne. Quand il y a du soutien et un équilibre de la part des deux personnes, ça peut fonctionner, on peut passer à travers n'importe quoi. Mais seulement, quand il y a une faiblesse, il y a une lacune dans le couple, et qu'en plus... il y a tous les soucis de sa journée qui se greffent à ça et qu'il n'y a plus de communication, c'est la fin. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Ce n'est pas parce qu'ils sont policiers qu'ils n'ont pas ce truc-là. Le policier, je me foutais. Je voyais ce petit bonhomme-là, tout mignon, et devenir tout rouge. J'ai fondu. Bonjour. Bonjour, c'est Yael d'Aumont. Ma question s'adresse en fait à vous trois. Est-ce que, avez-vous peur le matin quand votre mari part travailler? Mais on n'y pense pas. Au départ, j'ai eu peur, mais quand on est un couple veut dire tu te penches sur mon épaule et je me penche sur la tienne. Mon mari, il est arrivé aussi désarmé, abattu par son travail, fatigué, il voulait démissionner ou quoi que ce soit, mais c'était le métier de sa vie. Mais il vous parlait. Je faisais tout pour qu'il me parle. Je faisais tout pour que mon mari me parle. Et il y avait cet amour qui est entre nous et qui est toujours présent parce que tous les soirs, on se dit « je t'aime ». Et on profite de tous les jours qui arrivent, tous les jours qui passent. Vous pouvez vous faire écraser dans la rue, vous ne voyez plus votre homme. Moi, je ne pense pas à ça parce que ça vous enlève tout. C'est pour ça que je dis, il est peut-être, il met des PV ce monsieur. Eh bien, qu'il le dit. S'ils avaient qu'à se garer comme il faut, ils n'auraient pas eu de PV. Ils vont chercher. Oui, mais bon, des fois. Ah non. Bonjour. Bonjour, Yolande de Paris.
Voilà, bon, moi, je peux parler aussi, puisque mon mari était militaire, il a pris la retraite il y a 2 ans, donc je suis l'épouse d'un militaire depuis 34 ans. Je crois qu'il faut que les femmes des maris qui ont un uniforme ne portent pas l'uniforme. Je crois qu'il faut séparer les deux vies, il faut avoir sa vie, il ne faut pas vouloir poser trop de questions. C'est possible de séparer ? Oui, je crois qu'on a une vie de famille avec un homme. On voit un homme, on ne voit pas un uniforme. Votre mari vous racontait justement ces journées de militaire, parce que quand même ce qui est important dans le témoignage de Luan et d'Anne-Sophie, c'est que les maris racontent plus rien le soir finalement. On peut parler d'autre chose, on n'est pas obligé de parler que de ça. Bien sûr, on peut parler. Il se renferme sur lui-même. Comment voulez-vous parler avec lui? Mais vous pouvez pas. Mais écoutez, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui a un problème, que vous voulez l'aider et que cette personne n'est pas consciente de son problème, que pour elle finalement tout est complètement abstrait, que vous avez beau vous égosiller, dépenser toute votre énergie. Moi, je lui ai tout donné. J'ai voulu l'aider. À un moment donné, je lui ai dit, moi, je peux rien faire. Si tu veux, on va voir quelqu'un tous les deux. On fait la démarche ensemble. Jamais je te laisserai tomber. Quand je l'ai quitté, nous sommes encore restés 5 mois sous le même toit parce que j'avais peur qu'il fasse une bêtise. Parce qu'il était dans un état, mais il était plus bactère et moi j'essayais encore de le relever alors que j'étais peut-être encore plus dans la police, non, on n'y avait pas pensé. Il n'y a pas assez de soutien psychologique dans ces milieux. J'en ai parlé au cours. Vous savez comment ça se passe, il y a des pots, il y a tout ça. J'ai posé les questions. Personne n'est au courant. Au milieu des pompes funèbres, c'est par tous les jours et c'est vrai qu'on a une cellule psychologique, on est très bien encadré. Il suffit qu'il y ait un petit problème, qu'on commence déjà à déprimer. Ça vous est jamais arrivé, heureusement. J'espère que ça ne arrivera jamais. Mais si on a ce problème-là, un jour on déprime quelque chose... On a un numéro vert, on l'appelle... Aussi sec... Pascal Neveu, vous êtes psychanalyste. Est-ce que c'est... on a un peu de mal à comprendre. C'est la faute des conjoints si des gens qui exercent des métiers mal aimés s'en sortent pas? C'est tout à l'heure Daniel qui disait, mais oui, mais les conjoints doivent aider. Ou est-ce que c'est les conjoints qui s'y prennent mal? Non, je pense pas qu'il faille culpabiliser les conjoints. Ce qui est évident, c'est qu'en dehors du fait qu'il n'y a pas de vocation professionnelle qui tienne la route, il y a des identités qui vont s'exprimer dans des professions. C'est pour ça qu'on retrouve le côté passionné. Et puis, on a d'autres personnalités qui vont être à fond dans leur identité professionnelle. Et le conjoint va rechercher, pourquoi pas d'ailleurs, un idéal. C'est l'homme baraqué, c'est le policier qui va protéger. Ce qui est évident, c'est que ce qui est difficile à gérer, c'est que si on investit beaucoup trop de notre identité, notre personnalité dans cette profession, si elle est décriée, si en quelque sorte elle est niée par des insultes, par une non-reconnaissance du statut et de l'image par la société, c'est nous nier nous-mêmes. Et ça nous pose un énorme souci. Comme Pierrick, on a l'impression Tout à fait, il y a une fragilité psychologique qui commence à s'introduire de manière assez pernicieuse et il y a une faille peut-être un peu légèrement dépressive et qui peut mener à des conduites, pourquoi pas, de suicide. On le voit très bien chez les policiers, chez les gendarmes, voire même chez certains militaires. Voilà la réalité. Et qu'est-ce que vous vous dites en tant que psychanalyste? Il faut assumer, on n'a pas de choix de toute manière. D'abord, il faut se dissocier de l'image. Je crois que s'il y a un premier travail à faire, c'est réfléchir sur sa vocation professionnelle. Est-ce que finalement j'ai réalisé ce qu'était ma vraie vie au jour le jour? Qu'est-ce que mon conjoint subit? Qu'est-ce que je subis également? Est-ce que je peux, pourquoi pas, me réorienter professionnellement? Et puis si ça devient insupportable, je crois qu'il faut empêcher à tout prix bien des perditions dépressives dans la famille ou chez le conjoint. Il faut essayer de tenter de préserver le couple. Mais je ne pense pas qu'il faille culpabiliser le conjoint ou la conjointe. Alors il est temps à présent de retrouver Magali et son mari Pierrick. Magali aimerait que Pierrick assume au grand jour son métier de contractuel. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il est donc en coulisses, Pierrick, et on ne voit toujours pas son visage. Pierrick, votre femme Magali vous demande de ne plus vous soucier de cette image négative de votre métier, au contraire d'en être fier et de l'assumer au grand jour, de le dire. Magali, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre mari pour qu'il vienne nous rejoindre sur ce plateau? Les gens qui peuvent l'insulter ou qui peuvent le menacer, c'est des idiots parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas qu'ils sont là aussi pour nous aider et pour... c'est vrai que s'ils n'étaient pas là, ça serait l'anarchie. Et la grand-mère qui ne peut pas passer sur le trottoir parce qu'elle a une canne et machin. C'est important pour vous qu'ils viennent s'asseoir à côté de vous? Oui. Oui, très. Oui, très important. Alors on va voir, Pierrick, si finalement
votre femme a raison et que vous devez assumer au grand jour pour vivre mieux, en tout cas au sein de votre couple, ce métier qui vous tient à cœur. Si vous pensez que finalement votre femme a raison, eh bien vous viendrez vous asseoir de son côté. Nous allons donc découvrir peut-être votre visage, puisque vous viendrez cette fois, bien sûr, à visage découvert. Si au contraire vous souhaitez continuer à ne pas assumer ce choix d'un métier d'écrier, eh bien vous resterez dans les coulisses, dans l'ombre, et vous expliquerez votre choix. À vous donc de décider. Magali, il est temps à présent de découvrir si votre mari va vous rejoindre sur ce plateau ou pas. Pour cela, nous allons rallumer les coulisses et nous allons voir s'il y est encore. Sinon, c'est qu'il s'apprête à revenir à visage découvert. On va rallumer. Il n'y a donc plus personne. Votre mari est là. Il va venir vous rejoindre sur ce plateau. Voici Pierrick. Vous êtes émue, Magali? Parce que je sais qu'il fait ça pour moi et pour mes enfants. Je tenais à dire à Magali merci pour le soutien qu'elle m'apporte tous les soirs quand on fait du boulot, quoi. Merci. Pierrick, on a compris tout à l'heure, quand vous étiez dans les coulisses, à quel point cette mauvaise image de votre métier, vous la détestiez, puisque finalement, vous êtes vous-même et vous êtes certainement un type formidable. Ça colle pas avec la profession, avec l'image qu'on en a. Qu'est-ce qui vous a fait, quel est le témoignage qui vous a fait changer d'avis aujourd'hui? En fait, c'est la dame qui est fleuriste. Daniel? Ouais, et qui vit actuellement, je pense, une histoire d'amour formidable avec son mari. Qu'est-ce que ça change là tout d'un coup de dire, bah voilà, moi je m'appelle Pierrick, je suis contractuelle. Voilà, je suis agent du stationnement et puis on va dire fier de l'être. Bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. J'espère que ça va aller, que vous allez continuer à assumer cette image. Je pense que c'est bien parti en tout cas. Ouais, merci à vous. Merci à tous nos invités pour vos témoignages souvent extrêmement bouleversants. Merci à tous. Merci à Pascal Neveu, notre psychanalyste. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.